Voilà, après tous ces mots qui prouvent une fois de plus la capacité de synthèse pour décrire de M. Pierre Buller, qui décrit pour décrire une situation aussi longue et compliquée, des évolutions aux axes multiples. Nous invitons donc les participants à la première table ronde, euh, modérée par M. Montowski, à vous asseoir. Ici, nous avons essayé d'éloigner le plus possible les chaises pour des raisons sanitaires. Et il y aura des micros. Voilà, donc monsieur Chalot, madame Fedorovitch, Andrzej Severin, Anne Duflé et Tadeusz Wojniak. Donc, si vous voulez vous asseoir. Szanowni Państwo, to jest Mesdames, Messieurs, c'est un moment exceptionnel et très rare lorsque, au sujet de la solidarité franco-polonaise, des événements de cette époque seront évoqués par des participants de ces événements qui en étaient témoins et dont c'est une partie importante de leur vie et dont le témoignage est inestimable. Vous allez écouter les propos de M. Jackie Chalot, qui est avec nous via Zoom. C'est quelqu'un qui est venu en Pologne en conduisant l'un des camions, l'un des transports acheminant l'aide humanitaire. J'espère que ces paroles vont vous rapprocher la réalité de cette époque, la réalité de ce qu'il a appelé... J'ai parlé avec de cette aventure, mais aventure dans le besoin moral, dans la colère, dans le manque de consentement par rapport à ce qui se passait à cette époque. Madame Anna Fedorovitch prendra également la parole et nous parlera de ce qui se passait avec tout ce que M. Chalot a cheminé en Pologne. Donc la réception et la distribution de cette aide humanitaire. Le comité du primat a joué ici un rôle particulier. M. Andrzej Severin parlera des artistes français et de Solidarność. Tout cela, c'est l'expérience des participants de ces événements. Madame Anne Duruflé parlera de l'importance de la mobilisation en France depuis le début, donc depuis l'été 1980, à travers l'activité de l'association France-Pologne. Et enfin, M. Tadeusz Wojniak nous parlera du rôle du comité de soutien des Polonais en France dans les années 80. C'est un témoignage très important également, puisqu'il a siégé au conseil de surveillance de ce comité. Si la liaison avec Jackie Chalot va marcher. Monsieur Chalot est à Szczecin en ce moment. Bonjour, je suis avec vous. Lorsque nous avons parlé tout à l'heure, vous avez dit que lorsque vous étiez un jeune homme de 20 et quelques années, en apprenant ce qui se passait en Pologne, ça vous a fait penser à deux choses. Que c'était d'une part une aventure exceptionnelle à laquelle vous pouviez participer comme un cow-boy qui était du côté du bien et qui devait prendre des responsabilités, et que vous vous êtes présenté comme volontaire pour conduire un tel convoi. Pourriez-vous nous parler de votre histoire? Oui. Mais je commencerai peut-être par le commencement. En effet, à cette époque, j'étais un militant syndicaliste de CFDT près de Paris, à Versailles concrètement, et j'étais actif dans une structure interministérielle. Lorsque nous avons entendu des grèves de Gdansk en août 1980, nous, en tant que syndicalistes, nous étions vivement intéressés par ce qui se passait était en train de se passer. Et certains militants ont joué à cet effet un rôle de pionnier. Cela me fait penser à Claude Sardet.
représentant de la CFDT, de la direction régionale de la CFDT de Paris, qui, pendant les grèves d'août, déjà, s'est rendu en Pologne pour acheminer aux grévistes du matériel d'imprimerie et des montants d'argent tout à fait considérables à cette époque. Nous admirions nos collègues polonais pour agir dans des conditions si difficiles que nous le savons et qu'ils aient su organiser un mouvement de protestation si ample, si large. Après, soudainement, pour nous, a apparu le syndicat Solidarność qui, très vite, a réuni 10 millions de membres. Cela nous a grandement impressionnés. C'était un phénomène. Tout cela nous a contraints à regarder de près toutes ces personnes et ce pays. Donc, en septembre 1981, justement pendant le deuxième volet du congrès de Solidarność, avec deux collègues de notre structure syndicale, nous avons pris la décision de nous rendre en Pologne. Nous avons reçu des contacts pour 3 villes, Szczecin et Gdańsk. On nous a transmis du matériel à acheminer dans ces 3 villes. Et dans cette ambiance du carnaval de solidarité, comme on le qualifiait à cette époque, je dois vous dire que j'ai immédiatement été fasciné par ce pays. Parce que, pour la première fois dans ma vie, j'ai eu à faire à une histoire qui se jouait sous mes yeux. Et, ce qui plus est, nous avons eu l'occasion de rencontrer tous ces gens-là qui étaient acteurs de ces événements ô combien importants. Je me souviens, par exemple, mes échanges au siège de Solidarność, à la direction régionale de Varsovie, toujours accompagné d'un interprète. Ces discussions duraient des heures, toujours dans une ambiance très amicale. Dans ce bâtiment, il y avait des délégations venues d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie, donc une vraie tour de Babel. Tout cela donnait l'impression d'une véritable révolution, mais révolution dans le calme, sans aucune violence. Je ne sais pas, c'était peut-être une première révolution de ce type en Europe. 3 mois après notre retour en France, la loi martiale a été décrétée. Et là, il est bon de souligner, à mon avis, ce côté inattendu, positif même, de la loi martiale. C'est vrai que la loi martiale a causé en France, mais pas seulement en France, mais a provoqué une réaction univoque de protestation, à l'exception des communistes. Au lendemain, le 14 décembre, nous avons rejoint une manifestation à Paris qui a réuni non pas seulement des syndicats, mais d'autres structures telles que partis politiques, associations franco-polonaises, des organisations ecclésiastiques et de simples citoyens. À cette époque, j'agissais dans le cadre d'une structure intersectoriale. Excusez-moi de parler de moi-même, mais c'est là le point de vue, l'opinion d'un militant, d'un simple militant, dans la perspective de bas en haut. Il y avait d'autres militants représentant des secteurs variés professionnels, par exemple du secteur public, des entreprises privées, des journalistes, même de la presse catholique, et bien d'autres, avec des convictions politiques très variées, de catholiques pratiquants jusqu'à des anarchistes et des trotskistes, pas mal de socialistes, mais la plupart n'étaient pas membres de partis tels que moi. Il n'est pas étonnant que pendant des débats typiquement syndicaux, les participants se disputaient, mais lorsque des réunions étaient organisées consacrées à la situation en Pologne, tout le monde était d'accord. On ne se disputait plus. Il était impensable de rester
puissance par rapport à ce qui se passait en Pologne. Mais dès le début, nous avons été confrontés à un problème considérable, puisque dès le décret de la loi martiale, les autorités polonaises ont suspendu les visas touristiques pour les étrangers. Un peu plus tard, au début, à la mi-janvier 82, oui, nous avons appris qu'il était possible de se rendre en Pologne, mais uniquement dans le cadre de convois humanitaires, par exemple. Et immédiatement, une décision univoque a été prise qu'il fallait organiser notre propre convoi. Et là, la diversité de notre milieu s'est avérée très utile. La structure intersectorielle, par exemple, a organisé dans un département une collecte d'argent pour aider la Pologne. Quelqu'un a su trouver des certificats certifiant le convoi. D'autres ont financé l'allocation de 3 pick-up, de 3 camionnettes, ont collecté des médicaments. Nos collègues de l'administration douanière ont réglé toutes les formalités et m'ont fourni tous les documents nécessaires pour transporter des marchandises, un transport international. À la fin de janvier 1982, nous sommes partis vers la Pologne. 5 camionnettes, 12 personnes au total, plus une interprète, puisque aucun parmi nous ne parlait polonais à cette époque. Avant le départ, je devais contacter discrètement un représentant de Solidarność à Paris qui m'a fourni l'itinéraire et un montant d'argent considérable en US dollars destiné aux victimes des répressions. En Pologne, pendant cette première expédition, nous avons coopéré avec les dominicains de Poznań, de Cracovie et des franciscains de Wrocław, principalement. Je me souviens jusqu'à aujourd'hui que nos rencontres avec les dominicains, notamment, ont été très intéressantes pour moi. C'était des gens de haute culture qui parlaient plusieurs langues. Et je me souviens un personnage de Cracovie, Père Andrzej Koczowski, très intéressant, toujours souriant, un fin connaisseur de la France, avec une fine humeur, très impliqué dans l'assistance aux victimes des répressions. Et logiquement, au retour en France, après cette édition, je me suis adressé à mes amis polonais à Paris en leur disant que je pouvais travailler pour eux en tant que conducteur, non pas d'un camion, mais d'une camionnette puisque je savais qu'ils étaient à la recherche d'un tel véhicule pour organiser. Et combien de fois vous avez réussi? 7 fois j'ai réussi. 7 fois, ça a marché. Et la 8e fois, malheureusement, bon, j'ai été interpellé à la frontière. Je contournais la RDA pour ne pas avoir de problème avec les douaniers est-allemands, justement. Donc, je transitais par la RFA, puis par le Danemark, et du Danemark par un car ferry de Copenhague jusqu'à Świnoujście. Et j'ai été interpellé à la frontière à Świnoujście, puisque ce que vous transportiez, c'était une chose, mais il y avait également du matériel d'imprimerie, de l'encre d'imprimerie, tout ce qui était de la contrebande à cette époque. Oui, il y avait un cache dans le camionnette. Ce matériel, bien entendu, matériel d'imprimerie, de réprographie, etc. Mais la situation était telle que lorsque la camionnette était vide, la longueur intérieure
était bien plus courte que la longueur extérieure de la camionnette. À un moment, ils l'ont remarqué. Oui, tout simplement. Les douaniers l'ont remarqué, l'ont aperçu. Et c'est alors qu'une situation exceptionnelle a commencé pour moi. Mais je savais très bien. Bon, cela ne m'a pas surpris. J'ai été préparé. Puisque vous avez été prévenu que vous risquiez d'être arrêté. Vous le saviez? Oui. Je peux dire que le scénario était génial, pas le mien, mais c'était le scénario de Mirek Chojecki. La version officielle était telle que moi, je savais, certes, qu'il y avait du matériel illégal, mais je ne savais pas ni de qui il provenait, ni à qui il était destiné. Un autre Français devait me contacter en Pologne. Je ne le connaissais pas, mais lui, il connaissait ma photo et il était prévu que nous allions nous rencontrer, par exemple à Cracovie, puisque je me rendais à Cracovie. Et c'est lui qui avait tous les contacts, les destinataires. Je souligne que ce n'était pas une personne fictive. Ce Français existait bel et bien. Il devait s'adresser au consulat pour se faire délivrer un visa en France. Est-ce que vous avez été arrêté longtemps? Presque 4 mois. Avez-vous des questions à adresser à Monsieur Jackie Chalot après son récit, ou est-ce que nous continuons? Eh bien, poursuivons peut-être. Merci, monsieur. Restez avec nous. Madame Fedorovitch va nous parler à présent de ce qui se passait après avec tous ces produits, toutes ces marchandises qui étaient acheminées en Pologne, comment elles étaient réceptionnées et distribuées et quelles étaient les conditions. Ainsi qu'elle évoquera le rôle du comité du primat de Pologne sans lequel toutes ces actions, ces démarches n'auraient pas été possibles. C'est la technique qui nous pose des problèmes puisque M. Jackie Chalot pourra s'avérer un grand espoir que j'avais à l'époque en lui. Bon, de manière générale, on essayait d'intimider notre nation de diverses manières. Lui, il ne s'est pas soumis. Nous nous sommes rencontrés à l'église Saint-Martin. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais une joie euphorique à l'époque de Solidarność a été démantelée par l'instauration de la loi martiale. C'est les Polonais qui l'ont fait à d'autres Polonais. Ce grand enthousiasme de tous ceux qui voulaient aider. Très vite, nous nous sommes organisés à l'église Saint-Martin. La structure était la suivante. Immédiatement, plusieurs divisions indispensables ont été créées, des aptitudes, des capacités inouïes. C'était des gens venus de toutes parts, des musiciens, comédiens, journalistes, une auberge espagnole, quoi. Des gens très variés du point de vue de leurs idées. Personne ne leur demandait d'où ils venaient, mais plutôt ce qu'ils savaient faire. Comment pourraient-ils se montrer utiles? Si j'en parle, c'est qu'outre cette organisation, cette structure interne que j'ai effleurée, nous, moi personnellement et encore une autre personne à l'église Saint-Martin, ce qui était, disons, officieux, clandestin, nous avions, moi et cette autre personne, des contacts avec le monde clandestin.
Lorsque M. Jackie Chalot est arrivé, il me semble que c'était lui, peut-être que c'était un autre jeune homme, mais qu'il ressemblait beaucoup à Zbigniew Boujak. Je n'écoutais pas ce qu'il disait et ce qu'il n'a acheminé. Ce à quoi je pensais uniquement, c'est que une prochaine fois, avec l'accord de Zbyszek, c'était d'envoyer Zbyszek à la place de M. Chalot, en retenant M. Chalot en lieu sûr dans Cachette, en Pologne. Mais entre-temps, il s'est avéré qu'il a été arrêté. C'est peut-être bien que ce n'était pas Zbyszek Boujak qui était parti en voyage. Tant pis, la technique n'était pas au rendez-vous. Mais de toute façon, je vais vous demander une photo, une confirmation, si c'était vous ou pas vous à cette époque. Pour revenir à cette assistance, il s'agissait d'une assistance. Bon, j'ai exagéré ma connaissance, ma maîtrise du français, mais j'ai compris que ce que les deux messieurs ambassadeurs ont dit, je pourrais peut-être me répéter ce qu'ils ont dit, mais je dirais que cette assistance française était quelque chose d'exceptionnel pour nous. Il s'est avéré que c'est de la solidarité de gens décents. La France était la première avec cette énorme amabilité. On le sentait aussi à l'ambassade. Je vous remercie, Pierre et Anne, la bienveillance de cette Anne si sympathique, si charmante, toujours prête à tout moment. Et Pierre, avec qui nous nous rencontrions à l'extérieur de l'ambassade, en passant des moments très agréables. C'était très important pour nous, pour ne pas devenir fous. Le contexte était le suivant. Des gens ne se sont pas laissés intimider. C'est bien comme ça. Donc on essayait de nous intimider, de nous faire peur de toutes les manières possibles. Il n'y avait pas de liaison, les téléphones étaient coupés, on ne pouvait pas partir à l'étranger, on ne pouvait pas, même pas quitter les portes de la ville. Il fallait avoir un pass, et des soldats partout. C'est terrible que les soldats sont utilisés une nouvelle fois maintenant sur la frontière polonaise. Mais c'est quelque chose de terrible de faire appel à ces jeunes garçons. À Varsovie, à cette époque, ils ne savaient même pas exactement où ils se trouvaient. Ils nous demandaient pour savoir où ils étaient. On avait peur. Le couvre-feu a été décrété. La pénurie de tout dans les magasins. Dans les magasins, il n'y avait pratiquement rien. De papier, de toilette non plus. Ce vinaigre omniprésent était uniquement sur les étals, se trouvait sur les étals des magasins. Donc la vie était peu agréable, difficile, et la peur qu'on essayait de nous proposer massivement. Et tout cela s'est avéré si bien inefficace que lorsque nous nous sommes retrouvés à l'église Saint-Martin, les gens étaient extrêmement ouverts. Une quantité inestimable de produits, pas seulement de vêtements. L'hiver était très rude. Souvent, les gens étaient arrêtés sans prendre de vêtements nécessaires, mais également les produits alimentaires, les denrées alimentaires que les gens apportaient en les prenant dans leur réfrigérateur. Les fêtes de Noël étaient très proches. C'était des moments exceptionnels. Nous étions tous dans une euphorie de la décence. Il nous semblait que tout était possible.
que tout allait marcher. Cela a marché, cela a réussi, mais bien plus tard. À cette époque, le plus important, outre les personnes qui venaient en nous apportant des produits nécessaires, mais il y avait également énormément de gens qui venaient nous dire ce qui s'est passé au sein de leur famille, qui a été interpellé. Les gens cherchaient des informations sur les personnes qui ont soudainement disparu, qui ne sont pas rentrées chez eux. C'était un mur de pleurs. Combien de personnes rendues malheureuses. À cette époque, environ 6000 personnes ont été arrêtées simultanément. Des camps d'internés innombrables ont été créés. Après, leur nombre allait décroissant. Le camp de Olszynka-Gorokowska était les plus proches, et celui de Bialolenka, dans la banlieue de Varsovie, tous les deux. Et un autre camp dont le nom m'échappe, Yavogé. Yavogé, je suis toute pleine d'émotions. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais j'aimerais vous dire ce qui me semble le plus important. Eh bien, il me semble que nous avons su organiser avec des personnes venues de tous les coins, avec des opinions multiples et variées, croyants et non croyants, catholiques et non catholiques. Quoi qu'il en soit, cette multitude, cette variété, suite à un hasard et une forte mobilisation, lorsqu'il s'est avéré qui savait quoi faire, des juristes sont venus très vite pour assister. Très vite sont venus ceux qui ont créé la section familiale, qui assurait un soutien aux familles et aux familles des personnes arrêtées ou internées. Et ce qui était très important également, d'autres personnes qui couchaient sur papier toutes les arrestations, appelées internement à cette époque. C'était un service extrêmement important. Très vite, des informaticiens se sont présentés pour mettre de l'ordre dans tout cela. Tout cela, ce sont des trésors très importants, comportant des informations souvent intimes. Madame, pour ne pas perdre le comité du primat de Pologne, pour ne pas le perdre de vue. Merci pour votre question. Très vite, 2 ou 3 jours plus tard, nous nous sommes rendus compte que nous, avec tout notre enthousiasme, nous ne serons pas à même de signifier quoi que ce soit, nous, en tant que groupe ou groupe de personnes. Il nous a fallu bénéficier d'un parasol, d'un soutien de l'Église, bénéficier d'un titre pour nous positionner au sein de l'Église. Et très vite, notre délégation s'est rendue chez l'évêque Mijołek, sans évoquer toutes les personnes de mérite, tous les hiérarques. Nous avons obtenu des autorisations, des lettres de fer et le consentement pour nous appeler Comité du primat de Pologne, comme comité d'assistance aux personnes privées de liberté et à leurs familles. Lorsque les premiers convois sont arrivés, avec cet nombre innombrable de colis que nous apportaient les habitants de Varsovie, 2 événements les plus importants ont eu lieu. Quelqu'un a apporté énormément de cintres pour accrocher des vêtements. C'était un trésor. Et un autre trésor
quelque chose d'inestimable, c'est que des agriculteurs sont venus de Syndicat Solidarność des exploitants individuels avec une fourgonnette, une camionnette pleine de fruits et de légumes. C'était un trésor parce que nous pouvions le distribuer en l'ajoutant à des colis destinés à des familles. Mais très vu, c'était des produits extrêmement précieux lorsque nous voulions entrer dans des camps d'internement. Le premier convoi arrivé rue Pivenin, je ne sais pas d'où il est venu, mais de France certainement, les produits ont saturé les locaux rue Pivenin. Et il a fallu faire très vite parce que le couvre-feu était décrété. Ces produits auraient été interceptés. Les autorités arrêtaient, mettaient la main sur les produits des convois. Et très vite, nous avons appris, en faisant appel à des jeunes et des moins jeunes, pour les faire venir, pour nous aider à décharger les camions, pour faire vite, pour le faire d'une manière efficace. À cette époque, il y avait peu de gens costauds, mais finalement, nous avons réussi à décharger les camions. Avez-vous des questions à adresser à Madame Fedorovitch? Vous êtes conscient du fait que ce dont nous parlons et ce dont vous parlez, ce sont des témoignages absolument exceptionnels. C'est un moment exceptionnel où vous avez l'occasion de leur poser des questions. Oui, je m'approche de vous. Je n'ai pas de questions, mais j'ai 2 photos de Jackie. Non, c'est génial. Pendant la pause, je te les montrerai. Mais on saura répondre. Si je peux, je vais ajouter encore quelque chose. C'était des moments vraiment extraordinaires. Je voudrais dire que c'était au tout début. On ne savait pas ce qu'on risquait, Kohima, où on se retrouverait en prison ici. Donc le coût a été énorme. Je finis mon travail pour arriver avant le couvre-feu et j'entends quelqu'un courir dans le couloir. Il y a une sœur qui arrive et qui me dit « Anka, rapidement, à la porte, c'est terrible ». J'y arrive et il y a un jeune homme noir qui est en veste jean, avec des enseignes de solidarité, on dirait un Brejnev avec ses médailles. Et en un polonais parfait, il me dit, il tend la main, il me dit « Solidarność de Słupsk, tenez bon ». Et pourquoi il est venu, ce jeune? Et il n'a pas été arrêté en chemin, je ne sais pas. Mais c'est un cas que j'ai tenu à vous raconter. Comment les gens ont appris ce qui se passait rue Pivenin. Que les gens arrivaient à cette paroisse, car on ne pouvait pas communiquer par téléphone. C'est du bouche à oreille, ça fonctionne rapidement. Chez nous, il y a eu un jeune homme qui est arrivé, qui a été... Je ne dis pas les noms, car si je vous raconte ça avec les noms, donc, un jeune homme qui travaillait avec Jacek à la radio, il a dit il y a quelque chose qui se passe à Saint-Martin.
Je parle de moi-même, mais c'était comme ça que ça se passait partout. Quelqu'un est venu chez quelqu'un et ça se multipliait. Mais pour arriver à Saint-Martin, avant, j'ai voulu encore aller chez Halina Mikołajska. Je ne savais pas qu'elle était déjà... C'était préférable elle que Jacek, car Jacek était connu et il a été arrêté en chemin. Et moi, je ne suis pas connu, donc je peux. Et lorsque je suis allé chez les Brandish, Marianne a ouvert, qui a été un homme sympathique, très culturel, et il m'a enfermé dans les toilettes pour parler avec moi. C'était probablement à cause des écoutes. C'était le seul local où il n'y avait pas d'écoute. Et puis, il y avait également des gens de liaison. On n'entend pas la voix hors micro. C'était Solidarność. On n'entend pas la voix hors micro. À Saint-Martin, avant, il y a eu une grève de la faim. Les gens se rencontraient à deux différents endroits, comme en temps différents. Ils ont appris qu'il y avait la loi martiale chez les littérateurs. C'était des gens qui étaient membres du Congrès de la culture qui se sont rencontrés. Comment le travail a été organisé rue Pivna, car les gens arrivent spontanément à la paroisse, veulent quelque chose faire, mais qui décide? Il y a beaucoup de travail. Ça s'est fait de tout seul. Arrivé à un moment où il arrivait qu'on savait que celui avait de telles capacités et un autre d'autres. Il n'y avait qu'un seul chef? Non. En théorie, la personne responsable à laquelle on pouvait s'adresser, c'était le père Dembowski. Mais Mais il y avait Danuta Szaflarska qui arrivait et qui sélectionnait. Comment cela se passait? C'était moi, le monstre qui veillait sur le tout. Et il s'est avéré que je savais le faire, je ne le savais pas. Jacek m'en voulait car il m'a dit que s'il l'avait su, il ne serait jamais allé au lieu de moi à la poste pour récupérer le courrier, etc. Je savais tout de suite ce qu'on pouvait faire, avec qui et comment. Je l'ai réussi. Il y avait beaucoup de gens chez nous avec des talents que l'on ne pouvait pas mettre en application. Il y avait un photographe très connu, mais il devait tout simplement travailler avec des brouettes, car c'était le plus important. Il devait faire des paquets. Mais merci de me l'avoir posé, cette question. Bonjour, je voudrais vous demander quelle a été l'organisation. Car vous avez dit... Car vous avez parlé du père Dembowski. Mais il y avait KIK, organisation extraordinaire qui a travaillé pendant longtemps. Mais comment s'est organisée cette église? Donc il y a eu le rôle du prime. Quel a été le rôle du prima Glemp, hein? Mais il faut le voir avec la perspective de quelqu'un à partir d'en bas, à la base. C'est très difficile pour nous. J'ai mentionné le Monseigneur Niziałek. Mais à vrai dire, je m'y perds déjà car il y a trop de noms. Le prima Glemp, bien entendu, c'était le prima Glemp. Je ne suis pas enthousiaste de ce Monseigneur. À dire vrai, il avait des interventions bonnes, mais également des interventions très difficiles. On craignait, en l'entendant parler, ce qu'il allait dire.
mais il ne nous a pas refusé ce patronage. Comme Saint-Martin, à mon avis, ce mouvement est un phénomène d'une activité, j'aurais du mal à le dire, de quelque chose de très bon. Après, c'est devenu presque un office. Mais en voulant répondre à votre question sur cette hiérarchie et toutes ces choses-là, et même pour Anne, je dirais que la maison d'édition Vielka Litera nous a obligés aussi de faire coucher sur du papier nos souvenirs, et c'est ce que nous allons faire d'ailleurs. Maintenant, passons à un autre témoignage. Monsieur Andrzej Seweryn, voulez-vous vous asseoir? Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, je voudrais exprimer mes remerciements aux Français d'avoir réagi à la loi martiale et aujourd'hui aux organisateurs de ce débat parce que il me semble très intéressant, très significatif, enrichissant notre histoire, rappelant des événements d'importance que nous avons vécus et qu'il ne faut pas oublier. Donc, merci de tout cœur. Encore une fois, s'agissant de cette question, la tienne, Anne, comment les gens apprenaient? En français, on le dit du bouche à oreille, et c'est comme ça que tu dois le comprendre. On l'a appris, nous, le lendemain matin. Nous avons entendu à l'époque la réaction du gouvernement français qui a surtout révolté les Français. Claude Chesson, à la question des journalistes, a répondu qui lui ont demandé ce que la France allait faire pour la Pologne. Vu le décret de la loi martiale, il a dit « Bien sûr que rien ». Et pourquoi j'en parle? Parce que la société, mais également les pouvoirs, dont je vais parler encore, ont prouvé que c'était une déclaration fausse. Un jour, Jacques Chirac a dit que quelqu'un a perdu l'occasion de se taire. Je pense que le ministre Chesson a dit quelque chose de très important. C'était assez vrai, mais peut-être pas dans tous ses détails. Veuillez bien comprendre, il n'y a aucune critique dans mes mots du gouvernement de l'époque. C'était un gouvernement sous le mandat de François Mitterrand, mais aujourd'hui Marine Le Pen parle également des zones d'influence en disant que l'Ukraine est dans la zone d'influence de la Russie et que la France allait faire. Bien sûr, rien. Heureusement qu'elle n'est pas au pouvoir. Il y avait un comité de solidarité du syndicat indépendant Solidarność, comité de coordination du syndicat indépendant Solidarność, qui était un comité de Paris. Et après la naissance du comité de Bruxelles, nous avons été son agence, car le comité de Bruxelles, avec Milewski, a été un coordinateur international le plus important. Ce que je vais vous raconter, je le ferai rapidement. Il faut que je souligne que j'y ai pris part. Je le dois à Andrzej Wajda. Vu le travail que je faisais avec Andrzej Wajda, j'ai été plus connu que mes amis, collègues en France. Et spontanément, les médias s'adressaient à moi pour me demander d'intervenir. Et je pense que s'ils s'adressaient à Mirek Krojewski, je ne me rappelle plus si tu étais là, peut-être pas encore, ou à Servek Blustein, ces réponses auraient été bien plus importantes et plus précises. C'est ce que je tiens à souligner.
On a parlé déjà des manifestations qui ont été partout en France. La première, très importante, le jour d'après, devant l'ambassade, c'est là où j'ai connu les anarchistes dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Des foules d'anarchistes, comme Servais Bluestein le disait, toute formation politique à l'époque retrouvait ses sympathies ou ses justifications de ce qui se passait. L'Église était heureuse de voir des milliers d'ouvriers agenouillés en leur lieu de travail à la confesse. Les trotskistes parlaient de la révolution permanente de la classe ouvrière, etc. Mais c'est essentiel, car après, ces mouvements d'assistance venaient des milieux divers aussi, ceux dont on a déjà dit aussi. J'ai été invité à plusieurs fois à la télévision et maintenant je voudrais vous raconter peut-être quelques événements. Un premier qui m'a paru important, qui a été organisé par Jacques Lang, le ministre de la Culture, une soirée à l'Opéra de Paris. Je me rappelle à l'époque l'intervention du Premier ministre Pierre Mauroy. C'était un acte de solidarité. Et quelqu'un a posé la question pourquoi on n'a pas fait la collecte d'argent à la sortie, car il y avait plein de gens qui pouvaient sortir de l'argent de leur poche. C'est un acte de solidarité, non pas une collecte. Dommage. Et pour des raisons que j'ai énumérées, j'ai été appelé aussi à une grande manifestation près de la porte de Versailles et j'ai été à côté de Lionel Jospin et je disais quelque chose à la tribune. Et c'est caractéristique qu'on a été mis souvent en situation, bon, peut-être Servais Bluestein, il avait plus d'accoutumance à ce genre de manifestation, mais nous, le commun des mortels, on a été mis dans des situations auxquelles on n'a pas été préparé. Et il fallait intervenir. Maintenant, les réactions de quelques personnages concrets et également une autre réaction de Jacques Lang notamment, à savoir les visites en délégation des gens de culture, lesquelles visites ont été organisées ou nous les avons co-organisées. Le ministère de la Culture les finançait, mais nous, on donné nos instructions. Simone Signoret, Foucault, Antoine. Aujourd'hui, lorsque j'en parle, de notre côté, c'était peut-être une manifestation de morgue. Ces visites étaient importantes. Je me rappelle les relations de la rencontre de Dupez avec Voroshilski et je compris qu'Antoine ne comprenait pas beaucoup de choses. Un jour, dans la conversation avec Simone Signoret et Ariane Mnuchin, il m'a dit que l'association des littérateurs polonais a été fermée, qu'il n'y avait plus. Et il a posé la question à savoir pourquoi les écrivains peuvent écrire. Donc je dois vous dire qu'aujourd'hui, puisque nous avons vécu, le système en Pologne a changé, j'aurais la première réaction pareille. Alors, quoi? Fermer? Ils peuvent continuer à écrire. Dans cette question, bien entendu, il a été la mauvaise compréhension de la particulière situation dans cette partie du monde. Cette organisation, comme les gens de lettres polonais, a été une plateforme de liberté, en raccourci. Il y avait de l'argent qui nous venait. Yves Montand nous a destiné la recette d'un de ses concerts. Mais pour des raisons que je vous ai énumérées, c'est à moi qu'il s'est adressé pour me le donner. Moi, je l'ai transmis à Solidarność où s'en occupait une cellule où il y avait par exemple Raymond Join. C'était un activiste de CFDT, quelques juristes. Bon, en un mot, ce n'est pas nous qui répartissions cet argent, nous les mettions en compte, etc.
Personnellement, je dois vous dire encore que nous avons joué 2 spectacles au Théâtre de la Ville, d'Ibsen par Patrick Chéreau avec Gérard Depardieu. Et nous avons également transmis la recette de ces 2 spectacles, beaucoup d'argent, au comité. Et j'avais l'honneur de le faire, moi aussi de nouveau. Il me semble avoir dit les fêtes les plus importantes. Je travaillais au théâtre, donc je travaillais, j'avais un contact plutôt avec les gens de gauche, comme disait la sœur de la femme de Romek Polański qui saignait dans notre monde. Ceux qui l'emportent sont les artistes de sensibilité de gauche. Donc je cite des gens qui sont des gens de gauche. Ou si parmi les artistes il y a eu des manifestations de gens dont la sensibilité est plus droite, probablement je le savais. Merci beaucoup. Pour le moment, c'est ce que j'ai tenu à vous dire. Czy mają Państwo pytania może? Avez-vous des questions, Andrzej? Pas une question, mais une déclaration. Moi, j'ai vu moi-même comme l'argent et les chèques ont été calculés avec ses doigts par Michel Foucault. Le grand comité de ces questions financières, mais c'est lui qui me paraissait le plus important dans l'Assemblée. Bon, pour ajouter à ce que Mirek vient de dire, un grand philosophe qui s'occupe à calculer, à compter l'argent. Bon, et c'était quelqu'un de confiance, car il s'agissait de confiance. Là-bas, la question de confiance, c'était très important à l'époque. Et c'est peut-être pour cette raison que les personnages plus connus, moins anonymes, étaient dotés de confiance. Ce qui explique peut-être au moins partiellement ma participation aux activités de ce comité. Bonjour à tous. Witam Państwa wszystkich. Parmi vous, à l'occasion de cette journée qui veut marquer le 40e anniversaire de l'instauration de l'état de siège en Pologne. Si je peux, Andrzej, je voudrais rajouter quelque chose, parce que quand j'étais attachée culturelle à Varsovie, j'avais été en contact avec Ariane Nouchkine, qui à l'époque présidait l'Association internationale des artistes et avait organisé une collecte en France en demandant au théâtre de manière spontanée s'ils étaient d'accord de participer à ce mouvement de soutien pour les acteurs en Pologne qui étaient interdits, qui avaient décidé de boycotter les scènes nationales en Pologne. Et d'ailleurs, Ariane Nouchkine était venue en Pologne. Elle soutenait de manière très active ce mouvement. Elle était stupéfaite de voir comment les acteurs et les actrices en Pologne refusaient de collaborer avec les théâtres officiels. Et donc, elle avait organisé cette collecte. Maintenant, comment transmettre l'argent? Là, nous sommes déjà en 82. Comment transmettre l'argent en Pologne? Tout ça, ce sont des affaires toujours très concrètes. Donc, finalement, j'ai donné mon accord pour aller chercher l'argent à Munich. On m'a remis l'argent à Munich en m'expliquant que quelqu'un viendrait un jour le chercher à l'ambassade. Et bien, on me donne le mot de passe. Alors, des mois passent, j'avais cet argent dans mon placard, et un jour, je vois un jeune homme, un franciscain, je pense, c'était au printemps peut-être de l'année suivante, qui me demande si je fais une thèse sur saint Thomas d'Aquin. Alors, je dis, ah non, non, pas du tout, moi, je ne fais pas, je n'écris pas, je ne connais pas bien l'œuvre de saint Thomas d'Aquin. Puis alors, il commence à m'interroger à plusieurs reprises, et subitement, je me dis, mais bien sûr, saint Thomas d'Aquin, c'était le mot de passe. Alors, je dis, ah, mais bien sûr, mais oui, saint Thomas d'Aquin. Et je me suis dit, j'avais encore beaucoup de choses à apprendre avant d'être un bon agent. Voilà. Mais c'est pas à ce titre-là que je suis aujourd'hui parmi vous, mais parce que j'ai été élue présidente de l'association Solidarité France-Pologne en 2016. Et c'est à ce titre que je viens ici parler de l'association Solidarité France-Pologne, qui est une association qui a une place particulière en France parce qu'elle a été créée
dès septembre 1980. Donc je n'ai pas connu de l'intérieur les premières heures de l'association en France, puisque moi j'arrive, à l'époque des années 80, 81, je travaille au ministère de l'Agriculture en France, et j'arrive en Pologne comme attachée culturelle en septembre 82. Voilà, donc je vais revenir sur ces événements que l'on m'a bien sûr racontés, sur lesquels j'ai lu beaucoup de choses. À l'été 80, quand les grèves commencent sur la côte baltique, c'est vrai que l'opinion publique française, la presse commence à s'intéresser de manière très intense, très particulière aux événements et à ce qui se passe en Pologne. Alors que jusqu'à présent, l'ambassadeur avait raison de le dire, la Pologne était un pays méconnu en France. Et je pense qu'en effet, l'histoire du syndicat Solidarité, Solidarność, a joué un rôle énorme pour rapprocher nos deux pays. Et ça, c'est aussi tant mieux. C'est un des éléments qu'il faut ajouter à l'actif de l'histoire de Solidarité. Donc la création du premier syndicat libre dans un pays du bloc soviétique, je crois, a beaucoup surpris en France. Mais il faut remarquer qu'à l'époque, ça a beaucoup gêné aussi le gouvernement français, qui misait sur la politique de détente qui a été évoquée par Pierre, qui avait été inscrite dans les accords d'Helsinki. Et ça gênait les gouvernants qui misaient dans ce rapprochement entre l'Est et l'Ouest. Pour la France et pour notre président Giscard d'Estaing, l'important était de développer des relations économiques franco-polonaises et assurer surtout le remboursement des sommes prêtées à la Pologne. Il fallait sauver Gierek. C'est dans ce contexte, donc en août 80, il y avait cette attitude du gouvernement français, mais la société civile française qui voulait se mobiliser, commençait déjà à vouloir se mobiliser pour marquer son soutien à ce syndicat Solidarność. Et c'est dans ce contexte que des amis ont suggéré à Karol Zaks et Krystyna Winawer, polonais installés en France depuis 1969, de créer une association de soutien et surtout d'information sur la Pologne en vue de favoriser une coopération avec le syndicat Solidarność, né le 30 août 80. L'association a bénéficié à ses débuts du charisme de son président, Piotr Słonimski, considéré comme un très grand scientifique en France, l'un des fondateurs du Centre génétique moléculaire du CNRS, et surtout qui échappait à toute étiquette politique, parce que c'est ce que l'association tenait absolument à ne pas être attachée à une couleur politique quelle qu'elle soit. Alors jusqu'à l'instauration de l'état de siège en Pologne, l'activité de l'association va essentiellement consister à collecter des informations sur le syndicat Solidarité, Solidarność, à établir des contacts, à créer un réseau de comités dans toute la France, parce que ce qui était formidable, c'était cette mobilisation, elle dépassait de loin la capitale, elle était installée dans toute la France, même la plus profonde, et de créer des liens particuliers, surtout avec le syndicat CFDT, et elle a beaucoup aidé la CFDT dans l'organisation des missions de syndicalistes français qui venaient rencontrer des syndicalistes en France, et par le réseau qu'elle avait justement en province, elle a beaucoup contribué à la bonne organisation de ces rencontres, là où finalement les syndicalistes, eux, discutaient de l'organisation même d'un syndicat, parce que tout était à faire en Pologne, et la CFDT pensait qu'elle avait beaucoup à donner aussi au syndicat Solidarność. Finalement, j'ai entendu dire que beaucoup de syndicalistes au sein de la CFDT considéraient que c'est eux qui avaient aussi beaucoup appris de Solidarność jusqu'à ce que le syndicat soit interdit en décembre 81. Elle organisait aussi des événements culturels, des projections du film Ouvrier 80, et elle avait organisé dans une mise en scène d'Andrzej Severin le 12 décembre, un gala, Noël avec Solidarność, où il y avait là le fameux barde polonais Jacek Kaczmarski, mais aussi de nombreuses personnalités françaises, Maria Cazares, mais tu peux me dire encore qui, Andrzej? Alain Cuny, Lolé Bellon, voilà, et des tas d'autres. Roland Bertin, mais moi je ne sais pas qui c'est. Pardon, hein. Voilà. Et le lendemain, à 7h du matin, le 13 décembre, c'est Karol Zaks qui, le premier, a l'idée d'organiser une manifestation pour marquer sa très forte désapprobation de l'instauration de l'état de siège en Pologne. Cette idée, elle est reprise par toutes les télévisions nationales, et c'est pour ça que les gens se sont déjà retrouvés nombreux
le 13 décembre devant la statue de Mickiewicz. Et la police n'avait jamais imaginé qu'il y aurait autant de monde. Au départ, il y avait 500 personnes. Et dans cette première manifestation qui se tient le 13 décembre et qui va s'approcher de l'ambassade de Pologne à Paris, on retrouvera des personnalités comme Pierre Joxe, qui était alors président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Jacques Chérec, le numéro 2 de la CFDT. Il ne faut pas oublier aussi que le climat politique avait changé en France avec l'arrivée au pouvoir de Mitterrand en mai 81. Mais la grosse manifestation, c'est celle qui est organisée le 15 décembre à l'initiative de la CFDT. Tous les syndicats réunis défilent pour manifester leur soutien au syndicat Solidarność. C'est là près de 70 000 personnes qui s'y sont retrouvées à cette manifestation. Alors il est clair après le 13 décembre que l'activité de l'association va changer et de nature et surtout d'intensité. Mais elle bénéficiait déjà d'un réseau assez bien organisé en France, ce qui lui a permis de mettre en place un système qui lui était très propre, le système des parrainages en France. Mais bon, ce 13 décembre, tout le monde le sait, a provoqué la stupéfaction en France et déclenché une vague d'initiatives incomparable pour marquer le soutien aux Polonais, des initiatives tant matérielles que politiques. Alors tout le pays voit se créer des comités de collecte, de dons et d'argent destinés à la Pologne. La plupart du temps, ils ne fonctionneront pas très longtemps. Et leur activité cessera avec la fin de l'état de siège en juillet 83. L'aide matérielle est également organisée par des organisations caritatives comme le Secours catholique ou les syndicats, principalement la CFDT, comme je l'ai dit, FO et la CFTC, pour qu'il s'agisse de promouvoir la cause de Solidarność dans les milieux syndicaux. Il y avait aussi un bureau qui s'appelait le Bureau d'information et de liaison pour la Pologne, le BIL, créé en décembre 81, qui a tenté de coordonner l'aide à la Pologne et favoriser une éventuelle coopération entre tous les acteurs, comme Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Solidarité avec Solidarność, la CFDT, la Croix-Rouge française, le Comité de soutien des Polonais, le Comité des juristes pour les droits de l'homme, Amnesty International, environ une cinquantaine d'organisations mobilisées et qui ont participé à les activités du BIL. Les objectifs du BIL, c'était les suivantes: soutien aux prisonniers de Pologne, aide matérielle et médicale au peuple polonais, soutien aux Polonais en France, action d'information et d'animation, action politique. Le bureau du BIL fonctionnera lui aussi jusqu'à la fin de l'état de siège en juillet 83. C'est à ce moment-là que décroît l'aide matérielle à la Pologne. Alors la SFP, très vite, elle a reçu des dons, des gens qui ont spontanément envoyé de l'argent pour qu'elle achète des colis et puisse les envoyer en Pologne. Et c'est à ce moment-là que l'association a mis en place un travail très étroit avec le Comité catholique contre la faim et pour le développement, et qui a permis l'organisation de nombreux transports aussi, dès 81, tout au long de l'année 82 et encore en 83, en 84. Tous ces convois sont financés par des programmes de l'Union européenne et destinés au diocèse de Pologne. C'est là où on retrouve l'action, bien sûr, mise en place par Świętego Marcina. L'ASFP, aussi l'association, a beaucoup œuvré pour que l'Union européenne accepte de verser son aide directement aux institutions citoyennes non gouvernementales et que ça ne passe pas par les relais étatiques. L'ASFP, alors je vais revenir sur les parrainages, qui est une histoire très particulière. Elle a mis en place des parrainages entre les familles françaises qui voulaient prendre à sa charge des familles polonaises entières. Et c'était d'abord les familles des prisonniers politiques, les intellectuels engagés dans la clandestinité. Et l'association a géré comme ça plus de 800 parrainages. Ça a été un travail considérable et dont a rendu compte le professeur Marcin Kula dans un livre tout à fait remarquable qui a été publié en 1995, qui s'intitule en polonais « Niespodziewane przyjaciele ». Et il y a vraiment une spécificité d'action de la SFP, c'est vraiment celle-là. Alors elle continuait sinon des activités d'information, de sensibilisation. Il fallait maintenir une mobilisation bien au-delà du 13 décembre parce qu'il y avait... Est-ce qu'on avait l'espoir que les choses allaient déboucher sur les événements de 89? Peut-être pas encore, mais il fallait que les Polonais continuent de soutenir ce soutien en France, et c'est ce qu'a tenté de faire la SFP tout le long des années 80. Mais l'année 89 va de nouveau changer la donne.
La SFP doit réorienter ses formes d'action suite aux grands événements politiques majeurs intervenus en Pologne. D'abord la table ronde, les élections qui ont été évoquées tout à l'heure de juin 89, puis l'élection présidentielle de 90. Et l'association aurait pu à ce moment-là peut-être décider qu'elle avait bien fini et mené son travail, mais là, elle comprend qu'au contraire, il reste beaucoup à faire pour aider la Pologne dans sa transition démocratique, et elle va s'intéresser à créer des liens avec et à contribuer au renouveau de la vie associative en Pologne en créant des liens avec les associations polonaises. Elle mènera dans les années 90 un travail considérable, alors en soutenant, travaillant de manière étroite d'abord avec la Fondation de Couronne, SOS de Jacek Couronne, en mettant en place les boutiques de vêtements usagés, en l'aidant la Pologne à créer sa première banque alimentaire, qui est devenue ensuite qui a ensuite intégré la Fédération européenne des banques alimentaires, en organisant le premier Forum Inicjatyw Pozarządowych, qui a d'abord eu lieu à Gdańsk en 1994, puis en Pologne en 1996. Bref, elle a contribué aussi à de la BIS, de la FIS, de la TISE et au programme des poumons verts. Enfin, tout le long des années 90, de nombreuses actions ont été menées, pas directement, mais à travers en créant des réseaux, des relais en Pologne. Et on pourrait dire que tout ça a mené à l'adhésion de la Pologne en 2004 à l'Union européenne. Là aussi, on aurait pu croire que l'association avait fini de mener son action, et pourtant on a le sentiment aujourd'hui qu'il reste en effet beaucoup à faire. Nous continuons de faire route ensemble avec la Pologne, mais nous n'imaginions peut-être pas que le chemin serait si difficile, parce que quand le syndicat Solidarność est créé en août 81, il défendait déjà les mêmes valeurs que l'on retrouve dans le traité de Lisbonne, des valeurs qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne, et c'est celles-ci qui sont bien mises à mal aujourd'hui en Pologne. Donc je pense que l'association aimerait aussi pouvoir continuer à soutenir tous ceux en Pologne qui défendent ces valeurs de l'Union européenne. Voilà, merci. Merci. Mówiła pani Anne Duruflet. Sama pani zaczęła i bardzo dziękuję za to. Bez wprowadzenia, więc przepraszam, ale dopiero teraz panią przedstawiam. Ale też chciałbym powiedzieć państwu tu obecnym na sali, że oglądają nas, słuchają nas licealiści w Warszawie, w Sępołowskiej, w Łodzi, licealiści Liceum Francuskiego w Warszawie i studenci Uniwersytetu w Szczecinie, więc audytorium jest spore. Oni również mogą zgłaszać się do nas z pytaniami, więc jeśli mają państwo pytania, to... Questions, mesdames et messieurs, c'est le moment de les poser, puisque nous avons dans cette partie de la matinée notre dernier invité, M. Tadeusz Woźniak, qui nous parlera du rôle du comité de soutien des Polonais en France dans les années 1980-90. Il était militant, actif, il siégeait au comité de surveillance, puisqu'il faut savoir que bien des Polonais se sont retrouvés à l'étranger sans la possibilité de rentrer en Pologne, qui ne pouvaient pas ou qui ne voulaient plus rentrer en Pologne, mais qui étaient souvent dans une situation très précaire à l'étranger, où habiter, comment subsister, comment vivre de manière dans la légalité, comment compter sur le soutien de quiconque. Merci. Pour commencer, je voudrais remercier de cette initiative. J'ai un peu honte que cette initiative n'ait pas émané des Polonais qui ont bénéficié de tant de bien de la part des Français. Mais j'espère que le moment viendra où nous pourrons organiser un tel événement. L'histoire du comité de soutien des Polonais en France était une histoire de 10 ans. Ce comité a été fondé en 1981, juste après l'instauration de la loi martiale, a été initié par Artur Della, ici présent, qui était le premier président.
Et c'était une association dont le rôle consistait à assister les Polonais en France. Si les Français massivement aidaient les Polonais en Pologne, mais le rôle de cette structure était quelque peu différent. Dès le début, il était conçu comme un soutien aux Polonais qui se sont arrêtés en France. Donc Artur Della avec Gwenal Gladys, qui était une donatrice considérable pour nos Polonais, ont fondé cette structure pour assister ceux qui sont restés en France. Après, cette structure a été transformée en un projet très vaste. Dans la perspective, je peux dire que nous avons su retrouver des documents, parce que l'histoire de cette organisation a quelque peu échappé. Et à nouveau, nous avons envie de la rapprocher, d'en parler à ceux qui sont intéressés. Donc, des bornes les plus importantes de l'histoire de cette organisation, que c'était une structure prévue pour organiser des cours de langue française, de français pour les Polonais demeurant en France. Mais un moment crucial, c'était la décision d'Artur Deli qui a voulu créer un fonds de bourse pour des étudiants qui sont demeurés en France. Et ce fonds de bourse, cette démarche commencée en 1982, a été poursuivie pendant 6 ans consécutifs grâce, bien entendu, à des fonds émanant de personnes privées, d'institutions et, doit-on le dire également, du pape du Saint Jean-Paul II, qui a soutenu activement cette structure. Donc le soutien de la part de l'Église a été inestimable. Les initiateurs, les créateurs de cette structure ont changé. Et le projet suivant, lié relatif au nouveau président du comité, à qui nous sommes très reconnaissants, puisque c'est lui qui a donné à ce comité une large échelle pour son activité. L'on a créé une maison d'assistance aux Polonais à Paris. Cette maison a accueilli près de 300 familles avec leurs enfants. Souvent, cette initiative spontanée des Français du début a duré plus de 10 ans. C'est fantastique que ce soutien n'ait pas pris fin au moment que vous avez évoqué, madame. C'est vrai que la loi martiale a été terminée de manière officielle en juillet 1983, mais les Français ont poursuivi leur soutien aux Polonais. Bien des organismes nous ont aidés à poursuivre le soutien. Plus de 2000 personnes ont bénéficié, de Polonais ont bénéficié de soutien à long terme ou à court terme. Mais l'échelle témoigne du nombre de personnes qui venaient en France après 1983. Près de 30 000 Polonais ont été reçus par le comité et ont bénéficié de soutien légal ou de régularisation de leur séjour grâce à un large soutien de la préfecture française. Bien des organismes ont été extrêmement ouverts et ont témoigné leur soutien. Donc ce désintéressement, chaque projet a su trouver quelqu'un qui y intéressait. L'époque suivante, pour nous également très importante, a consisté à coopérer avec des personnes depuis le début qui étaient des bénévoles. Le comité ne payait aucune rémunération. Toutes les personnes qui ont travaillé pendant cette dizaine d'années ont travaillé de manière bénévole, sans rémunération. Par exemple, Jacques Galmiche, c'était quelqu'un qui était déjà à la retraite. Dès le début, a rejoint le comité pour devenir un homme institution. Il était trésorier. C'est lui qui, en fait, gérait nos fonds et pendant 10 ans a soutenu le comité et les Polonais, est devenu un grand ami des Polonais et a coopéré avec le président suivant, Michał Wierusz-Kowalski, qui a été président de cette organisation pendant 6 ans. Il a créé bien des rapports qui ont permis de déployer l'activité dans bien des domaines.
de la perspective, nous voyons que l'initiative du fonds de bourse a permis de former des personnes qui partiellement sont rentrées en Pologne, pour d'autres sont restées en France, mais qui, grâce à ces bourses, ont pu organiser leur séjour, leur vie en France, ainsi que leur carrière professionnelle. En 1991, au moment où la Pologne a retrouvé sa liberté, l'activité du comité a pris fin. Nous avons procédé à une conclusion de cette œuvre énorme qui a réuni des dizaines de milliers de donateurs. Nous avons les listes de ces donateurs que remercions chaque année pour leur engagement. Et je voudrais évoquer des donateurs individuels et institutions, puisque, comme vous l'avez évoqué, madame, il y a eu des personnes qui ont décidé de soutenir des familles, de parrainer ces familles. Il ne s'agissait pas de montants importants, il s'agissait que ces offres soient systématiques et qu'elles perdurent. Chaque mois, des montants considérables nous remontaient. L'autre groupe que vous avez évoqué, madame, c'était des institutions, la Fondation France-Pologne notamment, le ministère de la Justice, la préfecture, la mairie de Paris. Toutes ces institutions se sont montrées extrêmement utiles parce que gérer une maison qui héberge 300 personnes, donc beaucoup de familles, certaines de ces locataires n'étaient pas capables de payer leur séjour. Donc, grâce à cet enthousiasme qui a duré 10 ans, ce qui est très rare, nous avons su gérer cette structure jusqu'au moment où la Pologne a retrouvé son indépendance. Donc, je vous remercie. En ce moment, je remercie encore une fois tous nos amis français, tous les donateurs qui, grâce à leur soutien, ont permis à cette structure, ont permis aux Polonais résidant en France de démarrer bien plus facilement. Des questions, mesdames, messieurs? Je viens du Bélarus. En fait, deux questions. Première question, côté français. Qu'est-ce que vous faisiez avec la russophilie des Français? Et vous avez mentionné en fait la détente, donc, parce que c'était bien noté, donc c'était la lutte pour l'indépendance et la liberté. Et deuxième question, ça concerne en fait l'attitude des pouvoirs communistes pour ce qui est l'aide humanitaire qui venait en Pologne. Parce qu'avec l'expérience du Bélarus, on sait que le régime coupe tous les liens. Donc est-ce que ça a été autrement en Pologne dans les années 80? Może odpowiem a propos, na drugie pytanie na początku. Myślę, że w Polsce Kościół był instytucją niezwykle. Il me semble qu'en Pologne, l'Église a été une institution admirée par la population, bénéficiant d'une forte autorité. Mais cette autorité, à cette époque, était si grande que grâce au rapport de relations de l'Église polonaise avec d'autres institutions, cette assistance a pu être communiquée de manière sûre, en sécurité. Pour ma part, j'ai participé à bien des expéditions, bien des convois. Je coopérais à cette époque avec le père Plater au séminaire des Irlandais. Et je dois dire que les institutions qui ont assuré l'acheminement de l'assistance, ça ne pouvait pas être des institutions publiques parce qu'elles n'étaient pas favorables. Bien plus, elles luttaient contre, elles combattaient cette assistance. Ce que vous avez dit du comité du primat de Pologne, c'est un bon exemple que s'il y a des organisations qui ont une autorité, il n'y a pas de contestation, de remise en cause. Et s'agissant de la russophilie, pense que les Polonais, contrairement à ce qu'on pense, nous avons toujours eu des contacts avec des Russes également. D'une part, comme chaque nation peut-être, nous avons de bons rapports avec des personnes. Parfois, ces relations
sont moins bonnes avec des régimes. Et la Pologne est un bon exemple. Moi-même, par exemple, j'ai des amis russes et je n'ai jamais ressenti d'aversion par rapport à eux. C'était pareil à Paris. Dans les milieux variés, on rencontrait des personnes très variées, mais ce sujet ne nous partageait jamais. D'une part, il y avait un régime, d'autre part, un autre régime. Russophilie, parce que je crois que votre question, monsieur, elle est un peu anachronique pour moi. À l'époque, la Russie n'existait pas, c'était l'Union soviétique. Donc je pense que dans ce soutien au premier syndicat Solidarité, Solidarność, il y avait en France peut-être l'espoir, pas de la fin du communisme, mais l'espoir au moins que ce glacis soviétique autour de l'Union soviétique, grâce à l'action politique du syndicat, puisqu'elle était considérée comme grandement politique en France aussi, allait permettre de faire éclater ce glacis. Donc la question même de russophilie, je pense qu'à vrai dire, tout le monde espérait la fin du communisme et la fin de la guerre froide. Donc dans le soutien à Solidarność, il y avait, je pense, aussi cet espoir-là. Quant à la CGT, vous parlez des autorités communistes et le Parti communiste français, il était très gêné par tous les événements qui se sont tenus en Pologne en 80-81. Et au départ, la CGT, même si elle était présente aux premières manifestations, je veux dire, voulait tenir la distance par rapport à tout ce qui passait. Elle avait du mal à envisager ces changements-là. Petit à petit, je veux dire, elle y est arrivée, mais ça a pris quand même du temps. Voilà. Je voudrais ajouter juste 2 mots. Bien entendu, je n'ai pas dit les choses les plus importantes, mais c'est pour la première fois que je participe à une conférence aussi importante que celle-ci. Et peut-être que je n'y aurais pas participé si, avec Jacek, une fois, quand nous nous rendions en ville, devant l'ambassade de France, nous avons vu un groupe nombreux de Solidarność, de Douda, avec des bannières, et ils criaient. Et ces gens-là criaient, ça m'a mise en rogne tellement que je me suis dit qu'il y a des limites. Il y a des limites, et c'est pourquoi je me suis décidé à venir ici, mais je ne suis pas bien préparé, parce que je ne suis pas capable de parler, de bien parler. Bon, ce que j'écrirai dans mon livre, ça n'a plus aucune importance, puisque plus personne ne lit de livres dans le monde. Mais ce que je voudrais dire, c'est merci. Merci, nous vous remercions et nous vous prions de faire preuve d'encore plus de patience. Sur la russophilie, parmi les membres du comité de soutien au comité de soutien en Pologne retenu en France, il y avait Mstisław Rostropowicz. Et nous avons fait exprès parce que nous voulions justement ne pas nous opposer au peuple russe, à la différence du soviétique. Panie Mirosławie, jeszcze? Miroslav, encore? Moi, je peux parler indéfiniment, sans cesse. À Paris, il y avait un hebdomadaire intitulé Russkaya Mysl, la pensée russe. Dans cet hebdomadaire, pour la majorité, c'était des Polonais qui y travaillaient. Et un certain temps plus tard, cet hebdomadaire, en fait, a été appelé Polskaya Mysl, la pensée polonaise. Parce que les informations sur ce qui se passait en Pologne communiquées à la communauté russe en résidant en France, en fait, elles étaient innombrables, ces informations. Donc, Alexandra y a également gratté un peu, travaillé, contribué, pour ajouter quelque chose. Nous avons dépassé les horaires. Ce que je voudrais juste signaler une chose qui n'a pas été signalée. Qu'il y a eu cette association indépendante d'étudiants assistée par les associations étudiantines françaises. Et en 1981, une réunion assemblée a été organisée à Paris. Et en 1981, après la proclamation de la loi martiale, le groupe de Cracovie, de SKS, s'est adressé au comité de Solidarność, à Severin Blumstein,
Et nous avons dit, Sławomir, nous sommes prêts. Eh bien, occupez-vous des étudiants, nous dit-il. Nous avons noué des contacts avec des associations françaises d'étudiants et eux, ils nous ont mis à notre disposition un local, un bureau, rue Jussieu, et où nous avons réceptionné une multitude de courriers, de lettres. Nous avons envoyé des adresses pour expédition de colis, mais là, c'est un sujet à part. Donc, l'assistance des étudiants de diverses organisations estudiantines notamment. Et moi, je me permets d'ajouter que cette question, votre question, monsieur, d'autant plus que vous êtes biélorusse, monsieur, vous avez commencé en vous présentant, nous montre comment la réalité mondiale et européenne a changé. Parce que les années 80, tout ce dont vous parlez aujourd'hui, c'est une époque où il s'agissait de la lutte pour la liberté, pour la démocratie, pour la citoyenneté. Alors que votre question témoigne que nous vivons dans une réalité de nationalisme croissant et conçu de manière ethnique. Donc votre question ne m'étonne nullement. Il me semble que c'est tout à fait naturel qu'elle ait émergé. Elle nous montre combien tout a changé. Où est-ce que nous sommes arrivés? D'où cette question. C'est intuitivement, je la comprends ainsi. C'est pourquoi cette russophilie, russophobie, polonophobie, on pourrait multiplier ces épithètes. Mais c'est de cette manière que nous remarquons soudainement que nous sommes parvenus là où personne n'imaginait à cette époque-là. Y a-t-il d'autres questions de l'assistance ou de ceux qui nous accompagnent via Internet, puisque nous allons terminer cette partie de notre table ronde, mais je me réjouis de votre présence et de votre intérêt. Bonjour. Ce sera un commentaire et non pas une question de ma part. Et commentaire à une question qui vient d'être posée après l'intervention de Mme Anna Fedorovic sur le rapport des hiérarchies ecclésiastiques par rapport au comité du primat de Pologne. Bon, sans entrer dans le détail des problèmes, du rapport du primat Józef Glemp et d'autres évêques, mais le nom de père Bronisław Dębowski a été évoqué. Ça a été un personnage très important pour nous qui a géré les travaux du comité en gants de soie. Je voudrais vous parler des sœurs franciscaines dont le centre principal se trouvait à Laski, près de Varsovie. Et on ne peut oublier le fait que depuis le début de la loi martiale, cela a constitué un centre, un refuge pour les intellectuels polonais qui pouvaient s'y réunir, y discuter, et certains y reposer en paix, comme le Premier ministre Mazowiecki. Ce comité du primat de Pologne a été hébergé par le cloître des mêmes sœurs franciscaines rue Piwna. Et nous savons combien ces sœurs ont donné d'elles-mêmes pour que ce comité puisse exister, puisse travailler. Elles nous hébergeaient, elles nous nourrissaient parfois sur les colis lorsque nous ne pouvions pas rentrer chez nous. La nuit, elles ont subi une attaque armée. À un moment, nous leur devons respect et reconnaissance et gratitude à ces sœurs franciscaines. Oui, en effet, c'est ce que je n'ai pas eu le temps de signaler. On était en paniqué et faute de capacité nécessaire. Mais la mère Alma, mère générale,
était une personne exceptionnelle et extrêmement courageuse et patiente. Toutes ces sœurs franciscaines étaient extrêmement patientes. Nous faisions tellement de bruit, tellement de désordre. Et pendant un moment, ce que vous vous souvenez peut-être, elles nous nourrissaient, elles nous restauraient en partageant tout ce qu'elles avaient, elles. Et là, je me tais. Merci, nous terminons la première partie, la matinée. Qu'est-ce que nous sommes censés faire maintenant? Disez-le. Je voudrais remercier l'animateur de cette table ronde ainsi que tous les participants.